Et c'est ici le danger, c'est là le danger. Premier, c'est d'éviter les créateurs de contenu qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ça, je pense que c'est une grosse... Pourquoi? Parce que déjà, personne ne le sait. Mais après, si tu es éduqué sur les cycles, tu dois te dire « je vais manquer la phase parabolique ». Oui, c'est vrai. Et on peut connaître cette phase parabolique-là. Mais savoir vendre, je pense que c'est l'élément le plus important et je pense que c'est le plus dur. Donc du coup, je t'ai fait une vidéo ultra complète ici sur la vente. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je vends, quelle est ma stratégie, quel est mon objectif qui est derrière. Je pense que c'est l'une des vidéos qui a été le plus demandée et qui est la plus importante de ma chaîne. Donc justement, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout mon raisonnement, toute ma stratégie. Je pense que c'est hyper important. Et passons directement dans le vif du sujet. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, il y a cet article de Cryptos qui nous révèle qu'en novembre 2022, alors oui, on était au pire du bear market avec la chute de FTX, mais il y avait une analyse qui a été donnée comme quoi entre 75% et 81% des investisseurs du marché des crypto-monnaies étaient en perte à ce moment-là, ce qui était énorme. Et je pense qu'il y a une phrase qui résume bien les choses, c'est acheter, c'est facile, revendre beaucoup moins. Je pense qu'on a énormément de facilité à acheter et encore qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas passer à l'action, mais il y en a beaucoup qui oublient de vendre, qui oublient de prendre des profits. Donc justement, on va en parler dans cette vidéo. Et le problème numéro 1, parler un petit peu des 3 problèmes ici, c'est tout simplement que vendre est aussi important que d'acheter. Comme je dis, souvent on oublie de vendre et le problème numéro 1, c'est qu'on veut toujours avoir plus. On veut toujours avoir plus de profits, on veut toujours gagner plus. Et ici, c'est un des péchés capitaux qui est tout simplement la gourmandise. Le fait de vouloir pas faire un x2, ni un x5, ni un x10, mais faire un x50, faire un x100 et se limiter ici au nombre. Et ça revient à mon problème numéro 2, c'est qu'on se fixe un objectif qui est souvent démesuré, qui peut être un x10, un x100, comme si c'était complètement normal, alors qu'on va voir que ça peut sembler utopique, ou bien tout simplement de se dire, tiens, si j'atteins 35 000 euros de bénéfices, je vais m'acheter cette voiture. Tiens, si j'atteins, je sais pas, 200 000 euros, je vais m'acheter telle maison. Et en fait, on se fixe un objectif trop fixe, trop important, trop loin, trop lointain et peut-être trop utopique. Et finalement, on oublie l'essentiel, c'est-à-dire de prendre des profits, pas à x10, mais pourquoi pas à x9, x8, x7. Il faut savoir à un moment prendre des profits et prendre du recul par rapport à son investissement. Troisième problème, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour. Tout comme la patience est la clé des succès, rien ne tient sans effort, et ou même, par exemple, que la Sagrada Familia, elle n'a toujours pas été terminée, pourtant c'est un chef-d'œuvre. Mais ici, c'est un problème de temps. Les gens ne prennent pas le temps, ils veulent tout avoir tout de suite et rapidement. Et donc là, ici, c'est un problème d'impatience. On va passer un petit peu en revue justement pour solutionner ce problème-là, ces problèmes-là. La première solution, c'est tout simplement de travailler sur son mental pour savoir vendre. Pour vendre, c'est hyper important. Et on va voir dans cette vidéo un petit peu le processus, quelles sont les méthodes pour savoir vendre ici. Mais il faut apprendre à vendre tout comme on apprend à acheter, tout comme on apprend à investir. À un moment, il faut prendre des bénéfices, c'est important. La deuxième solution, c'est d'apprendre la patience. Et je pense que les personnes qui sont sur la chaîne depuis le début du bear market, c'est-à-dire depuis 3 ans, ils ont appris la patience. Personnellement, j'ai appris la patience lors de mon premier cycle où je suis rentré dans la crypto-monnaie. Je suis rentré en plein bear market et j'ai appris à connaître la technologie, à connaître l'écosystème, à connaître les cycles, connaître son fonctionnement et également à connaître la patience qui, je pense, est hyper important. Souvent, les personnes à 80-90% rentrent au pic du bull run et se disent tout monte à 200 à l'heure, 20, 30, 50% de bénéfices en une journée ou en une semaine et ils n'ont pas appris déjà la défaite, le fait de perdre et le fait de ne pas apprendre la patience. Donc ici, il faut savoir, c'est hyper important, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de processus magique, il n'y a pas de crypto magique. Ça, il faut en être conscience et il faut passer sur des fondamentaux, il faut passer sur des basiques. Et le problème là-dedans, c'est que souvent tu trouves des vidéos sur Internet en disant tiens, tu vas être millionnaire, tiens, tu vas faire un x100 et en fait, finalement, on se dit tiens, c'est possible, je vais y arriver, c'est mon objectif d'être millionnaire. Mais non, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en un an, ça se fait sur 10 ou 20 ans et je te parle ici par expérience. Et il y a une des règles que je m'applique et qui est une des vidéos les plus sous-cotées de ma chaîne, c'est ma règle des doubles. Le fait qu'à chaque fois, il faut réfléchir pas à dire tiens, je vais être millionnaire dans 1 an, 2 ans. Non, c'est de monter graduellement par étapes en respectant la règle des doubles. Je te mettrai le lien en description si tu veux voir cette vidéo par la suite ou je te la renverrai en fin de vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Mais ici, pour tout cela,
pour ces problèmes, ces solutions, il y a un processus. Je vais te parler ici de mon processus et c'est un processus que j'ai mis en place. Tout cela, sur les 6 dernières années, j'ai appris la crypto-monnaie, j'ai appris ses cycles, j'ai également appris à respecter ce processus. Alors la première chose, c'est que souvent quand on veut rentrer sur un actif, que ce soit la bourse, l'immobilier et encore plus la crypto-monnaie, 80-95%, il n'y a pas un mal à ça, c'est d'avoir un but, c'est-à-dire de faire du profit. Oui, il faut l'assumer, se dire tiens, je veux faire des profits. Mais le problème, c'est que les gens ne vendent pas. Et c'est ça une des erreurs. Mais ici, on a 3 erreurs hyper importantes. La première erreur, c'est tout simplement de miser sur des altcoins, des meme coins ou voire des shitcoins. Et je ne vais pas te reprocher cela parce que moi-même en 2018, je suis rentré sur le XRP. Je suis rentré avec un XRP à 2,20 $. Depuis, il n'a pas arrêté de chuter. Le procès lui a fait du mal et j'ai appris à faire une croix sur une crypto en vendant. J'ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, ça a été beaucoup décrié. Mais finalement, avec du recul, ça fait 3 ans que cette vidéo est sortie. Le XRP n'a pas performé, n'a pas surperformé et a été l'oublié du dernier bull run. Et finalement, je peux me dire, tiens, j'ai pris une bonne décision en faisant une croix sur cet actif-là. Donc, oui, je suis rentré en 2018 sur un altcoin qui est le XRP, donc c'était classé à l'époque 2e sur CoinMarketCap. Donc j'ai envie de te dire, c'était quand même une crypto avec beaucoup de potentiel. On se disait, tiens, le XRP, ça va être la crypto hyper rapide, hyper utilisée, hyper adoptée par les banques, donc par tout ce qui est finance traditionnelle. Finalement, il n'en est rien. Il y a eu des sortes de partenariats, etc. Bref, mais c'était une crypto quand même solide. Donc oui, c'était un altcoin, mais c'était quand même dans le top 3 à l'époque. Je crois que même en 2e position en 2018 lorsque je suis rentré dedans, avant l'Ethereum. Mais ici, quand je te parle d'altcoin, c'est des cryptos au-delà du top 20, au-delà du top 50, au-delà du top 100. Parce que les altcoins, je te rappelle, c'est toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Et les maincoins, c'est encore pire. C'est tout ce qui est Doge, c'est tout ce qui est Shiba. Et également, après, on a des shitcoins, on a le PP, on a le Bank. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir tout simplement faire dès le début un coefficient multiplicateur et donc jouer au casino ici. Ici, c'est simplement jouer au casino plutôt que de rentrer, pourquoi pas, sur le Bitcoin. Bitcoin, c'est la toute première crypto qui résiste le plus à tous les cycles de bear market, qui a toujours été classé numéro 1. Et pourtant, les gens n'investissent pas dans le Bitcoin en premier et investissent sur les altcoins parce qu'ils veulent tout de suite faire 1x10, 1x100. Donc ici, erreur numéro 1 à ne pas commettre comme moi, je l'ai commise et j'ai envie de te partager ici mon expérience, c'est de ne pas miser sur ce type de crypto-monnaie. Pourquoi pas rentrer sur Bitcoin, Ether et ensuite pourquoi pas sur des altcoins plutôt solides avec des fondamentaux dans le top 10, pourquoi pas, avec de l'utilité surtout. Et l'erreur numéro 2, c'est tout simplement de se fixer un objectif et n'est pas y déroger, ne pas bouger de son objectif, donc il va rester fixe et ça peut être des objectifs complètement aberrants comme le Shiba, tiens il va toucher le 1 $. Le Shiba, c'est mathématique, ne touchera jamais 1 $ puisque en fait sa capitalisation demanderait à faire 1 x 1000, 1 x 10 000, enfin je ne sais même pas combien d'y a de zéro après la virgule, mais le Shiba ne fera jamais 1 $. Et souvent, c'est des idées préconçues, souvent par manque d'éducation ou par manque de connaissances, mais outre cela, on peut également se fixer un objectif d'1 x 10 et finalement, en fait, ce x 10 ou ce million qu'on vise ou ce 100 000 € qu'on vise, on n'y arrivera pas, on arrivera à 90 000, on y est presque, et finalement, on ne va pas prendre de bénéfices, on ne va pas prendre de profit, ne serait-ce même que par palier. Donc, souvent, ces objectifs de x 100, x 10 ou de 1 $, ça peut sembler utopique et ça va t'empêcher finalement ici de prendre des profits et ça peut t'emmener même voire jusqu'à la perte. Et donc, tu dois te demander qu'est-ce que je ferais personnellement si je débutais dans la crypto-monnaie aujourd'hui. Alors, je te rappelle ici, pas de conseil en financement. Je te parle juste de mon expérience, comment j'investirais aujourd'hui si jamais je devais rentrer dans la crypto-monnaie maintenant. Donc, comme je te disais, je rentrerai sur des cryptos fondamentales qui sont là depuis le début. Bitcoin, Ether, renseigne-toi là-dessus, c'est des valeurs sûres. Alors oui, le problème, c'est que les gens qui veulent rentrer sur Bitcoin, Ether, oui, ils ont une sorte de certitude, ils ont une sorte de sûreté par rapport à ces actifs-là, mais ils vont se dire, s'ils connaissent tout ce qui est market cap, c'est-à-dire la capitalisation, cette règle de capitalisation, oui, sur Bitcoin, on peut faire simplement d'un bear market à un bull run, 1 x 3, voire 1 x 5, voire éventuellement 1 x 10. Ça dépend à quel moment tu rentres, mais tu ne vas pas faire 1 x 20, x 50, x 100, comme tu pourrais le faire sur des altcoins. Donc souvent, ce n'est pas forcément la porte d'entrée que choisissent les néo-investisseurs. Ensuite, Ether, on peut compter sur 1 x 5 entre point le plus bas du bear market, voire éventuellement 1 x 10, à voir, mais on ne fera pas des coefficients multiplicateurs de fou comme des x 100 ou des x 50. Ça,
c'est sûr. Par contre, sur des altcoins, on peut compter des fois 10, fois 50, des fois 100. Après, chacun doit gérer son risque, mais je te montre comment moi j'investirais. Pourquoi pas? Et j'ai une vidéo d'ailleurs en description qui te parle un petit peu quel serait mon portefeuille idéal. Et dessus, la plus importante est sur Bitcoin, Ether et ensuite d'autres crypto-monnaies. Donc oui, je te disais, Bitcoin et Ether, ce sont les cryptos qui résistent le mieux au bear market et je pense que c'est la meilleure des portes d'entrée ici si tu débutes dans la crypto-monnaie. Tu me dis ton avis en commentaire, quelle est ta répartition de portefeuille. Autre stratégie d'achat très simple, très chiante, c'est tout simplement de faire du DCA, de mettre pourquoi pas 10 $ par jour ou ça peut être 100 $ par mois, peu importe selon ton portefeuille, selon ton budget, selon ton épargne. Bien sûr, essayez ici de dédier, je ne sais pas, 1%, voire éventuellement 10% de ton portefeuille dans la crypto-monnaie. C'est un actif qui est risqué, donc il faut en être conscient. Et ici, sur quoi investir en DCA? Très simple. Personnellement, depuis quelques temps, j'utilise BitGet. BitGet te permet d'acheter en DCA plus de faire du stacking sur toutes les cryptos que tu achètes de façon quotidienne. Donc, va voir mon lien en description. Si tu veux te créer un compte sur BitGet, c'est un lien d'affiliation. Donc, j'ai une commission, c'est un pourcentage sur les frais pour être totalement honnête et transparent. Ça te permet à toi d'avoir un bonus et de soutenir la chaîne. Mais je trouve cette stratégie d'acheter en DCA et tout de suite de générer des revenus sur tes investissements quotidiens ou hebdomadaires, je trouve ça plutôt cool et plutôt ingénieux de la part de BitGet. Donc, n'hésite pas à aller voir et je te mettrai également un lien en description qui te montre pas à pas comment faire pour acheter en DCA sur BitGet si jamais ça t'intéresse. Et ensuite, stratégie très simple, savoir quand est-ce que je vends. Et bien tout simplement, si je fais un x2, déjà un x2, ça semble énorme. Beaucoup de personnes visent un x10, un x50, un x100, mais comme on l'a vu dans la statistique de Cryptos ici, 75% à 80% des investisseurs en novembre 2022 étaient en perte. Alors oui, là, bien sûr, il faut voir selon le type d'investisseur et que ici, c'est un chiffre global. Mais je sais par expérience que beaucoup de personnes rentrent dans la crypto-monnaie, soit par gourmandise, et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en perte. Alors du coup, faire un x2 ici, c'est-à-dire faire un 100% de bénéfices par rapport à une moyenne de 75 à 80% des personnes qui sont en perte, c'est déjà énorme. Il faut en être conscient. Il faut prendre des bénéfices, il faut prendre des profits, gagner de l'argent déjà en crypto-monnaie, c'est déjà très bien. Et ça, je le répète et je le répéterai toujours. Donc, si tu investis, admettons, 100 $ sur le Bitcoin, tu arrives à 200 $ de Bitcoin. Je pense que la moindre des choses ici, pas de conseil en financement, et tu fais tes propres recherches, tu fais ta propre stratégie, mais prendre déjà 100 $ ici, c'est-à-dire ta mise de départ, et la récupérer, je pense que c'est une bonne stratégie et de laisser les 100 autres dollars ici tourner tout simplement. Et ensuite, si ces 100 $ se transforment encore en 200 $, on split en deux, on fait 100 et 100, et là, on récupère encore des profits. Donc déjà, tu diras, tiens, j'ai investi dans la crypto-monnaie et je suis déjà soit even, c'est-à-dire que je suis à l'équilibre par rapport à mon investissement, ce qui est déjà pas mal et ce qui bat déjà énormément de personnes qui sont dans la crypto. Ensuite, tu t'éduques sur le fait de vendre, tu prépares ton mental au fait de vendre et derrière, tout ce qui est profit, tu laisses tourner et tout ce qui est ici en bénéfice, tu prends des profits au fur et à mesure. Mais je reviendrai un petit peu sur cette stratégie en beaucoup plus de détails ici sur la méthode à effectuer et que j'effectue personnellement. Mais très important, ici, la prise de profit est liée au type d'investisseur que tu es. Il y a deux types d'investisseurs. Il y a tout simplement le holder ici, c'est-à-dire la personne qui achète et qui ne revend quasiment jamais. Donc ça peut être sur du très long terme, ça peut être sur du 10 ans, 20 ans. Tu te dis, tiens, j'achète du Bitcoin à 15 000, tiens, j'achète du Bitcoin à 40 000. Peu importe le montant, tu te dis, tiens, je le garde pendant 10 ou 20 ans et j'attends que ça monte, je ne sais pas, à 500 000, à 1 million, admettons. Mais tu es là pour le long terme, 10 ans, 20 ans. Du coup, ici, tu investis, tu peux même investir en DCA si tu le souhaites. Et je pense que c'est une des meilleures stratégies. Ça a été prouvé en bourse et en S&P 500. Je t'en ai parlé de nombreuses fois sur mes vidéos. Mais ici, l'une des difficultés, mais après, ça c'est le propre d'un investisseur sur le long terme, c'est tout simplement de résister à la volatilité. On sait qu'on a des cycles tous les 4 ans sur le Bitcoin. Le Bitcoin monte de 1000 à 20 000, ensuite de 20 000 à 3 000, de 3 000 à 69 000 et de 69 000 à 15 000. Donc, il y a énormément de volatilité et pour cela, il faut tout simplement avoir un mental d'acier, un mindset d'acier. Parce que ici, les 2 à 3 ans de bear market peut faire très très mal. Après, que fait un investisseur long terme ici? Il patiente juste pas que les cours remontent. Non, il va racheter la baisse, il va racheter en DCA ici. Je te rappelle que si tu avais acheté au pic à 69 000 $, mais tu n'avais pas acheté en mode all-in, c'est-à-dire en une seule fois ici, et que tu avais acheté graduellement la baisse, tu serais déjà à partir des 26 000 $ ici.
en bénéfice de 100%. Donc, tu aurais fait déjà un x2. Et ça, c'est avec la stratégie DCA, même en ayant acheté au pic aux 69 000 $. C'est hyper important, d'où la force du DCA. Donc, l'investisseur long terme, oui, il achète graduellement, il résiste ici à la volatilité, il a un mental d'acier et il renforce ses positions au moment où ça va moins bien parce qu'il est éduqué sur le principe des cycles ici. Donc ça, c'est le premier type d'investisseur. Mais personnellement, moi, je suis plus à surfer un petit peu sur les cycles, à essayer de prendre des profits lorsqu'il y a ces montées paraboliques. Alors oui, ça fait déjà 2 cycles que je suis dedans. Donc j'essaie de surfer sur les cycles et de prendre des profits. Et je pense qu'au prochain cycle, je suis en béton armé au niveau de l'expérience et je sais quelle méthode suivre. Et je t'en parlerai dans ma chaîne. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant un petit peu de ma stratégie. Quand est-ce que je vends exactement, quelle est ma stratégie, quel est mon sentiment sur le marché. Je pense que c'est ultra important. N'hésite pas à lâcher un like si tu as appris des choses, surtout dans cette vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Le deuxième type d'investisseur, c'est tout simplement le trader. Alors, il y a différents types de traders ici. Il y a ici le day trading, il y a également le swing trading et il y a également le scalping. Donc, le day trading, c'est tout simplement, tu fermes ta position à la fermeture du marché ici. Le swing trading, souvent, peut y avoir une position qui peut être gardée sur 1 ou 2 nuits ici. Et le scalping, c'est quelques secondes ici où tu trades. Donc ça, c'est les différents types de traders. Tu as également le trader qu'on peut appeler, pourquoi pas, et je ne sais pas quel nom trouver, mais peu importe, le cycle trading, c'est-à-dire la personne qui va essayer de surfer sur les différents cycles. Tu sais que le Bitcoin, souvent, il a une montée parabolique comme ça, une correction, une montée parabolique supérieure au premier cycle ici, et ensuite il redescend, et ainsi de suite. Personnellement, et sur ce cycle-là, j'essaye de surfer sur cette tendance. Donc, personnellement, je suis rentré tout en haut du cycle. Donc là, ici, on est en 2018, et j'ai pas arrêté d'accumuler pendant cette période-là parce que j'ai fait du DCA. Alors, c'était pas du DCA aussi minutieux, il n'y avait pas des outils comme propose BitGet ici, qui te propose également de faire du stacking, qui est hyper intéressant si jamais tu mets sur une plateforme centralisée. Donc, j'ai acheté ici en 2018 dans cette descente-là. Et ensuite, on a connu le cycle de 2020-2021. Donc ici, on est en mai 2021 et ici, on est en novembre 2021. Où là, on a eu ce double pic ici. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai pris des profits ici et ça m'a permis, pourquoi pas, de réinvestir par la suite et surtout de prendre des profits par rapport à tout l'investissement que j'avais fait juste ici. Et ensuite, novembre 2021, et là, on arrive en fin 2023, on commence à reconnaître une période un petit peu d'accumulation ici, mais je n'ai pas arrêté d'accumuler ici sur un DCA beaucoup plus précis ici. Donc ici, je suis tombé sur un DCA quotidien. Alors, pour être complètement honnête avec toi, le DCA quotidien, je l'ai fait dans la première phase, donc sur la première, voire 1 an et demi, parce qu'on s'attendait, et moi y compris, à avoir un Bitcoin qui remonte aux 100K, ce qui n'a pas été le cas. Pourtant, ici, on a eu ce fameux double top. Là, ici, on pouvait se dire, tiens, on est sur une période de surchauffe et on va connaître une correction ici, mais ce qui n'a pas été le cas. Et on est remonté ici à 69 000 ici, alors qu'on avait connu ici les 64K. Bref, je m'attendais à ce qu'on monte aux 100 000, donc j'ai plus accumulé de façon quotidienne. Et ici, j'ai ralenti, puisque après, il y a plein d'indicateurs qui montraient qu'on était finalement en bear market et on s'est tous fait surprendre. Et c'est normal, c'est comme ça à chaque cycle. Et ici, j'ai ralenti un petit peu mon DCA pour réinvestir d'autant plus ici. Donc en fait, on peut avoir un DCA quotidien ou hebdomadaire, peu importe sa stratégie ici. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus précis d'acheter en quotidien, surtout si on connaît des périodes de correction. Et on peut se dire, tiens, ça a chuté de 5%, je rachète moins cher et je suis content. Que ça monte, tu es content. Si ça descend, tu rachètes moins cher. C'est ma philosophie et je pense qu'il y en a beaucoup sur la chaîne qui rejoignent un petit peu cette philosophie. Donc ici, j'avais ce qu'on appelle un DCA hyper agressif. Ensuite, là, j'ai ralenti parce que je me suis dit, tiens, on est en période de bear market, ça peut être très très long. On a connu un bear market juste ici qui a duré à peu près 700 jours. Donc, il faut avoir les liquidités et c'est pour ça que la prise de profit ici est hyper importante. Au précédent cycle, cette prise de profit m'a permis de tenir tout le bear market, les 700 jours ici du bear market. Hyper important. Et ensuite, là, j'ai ralenti un petit peu parce que j'avais déjà moins de liquidité parce que je n'étais pas spécialement préparé à avoir un bear market aussi long. Je m'attendais à pourquoi pas 400, 500, 600 jours. On est arrivé à 700 jours ici. Mais peu importe parce que j'ai appris à acheter ici de façon assez agressive. Donc là, on est dans cette période-là, dans cette période d'accumulation d'avant bull run.
Et puis après, quand on arrivera sur cette phase parabolique ici, qui je pense va arriver 2024-2025, eh ben c'est là où je prendrai des profits. Donc on va dire que je suis plus un cycle trader ici, c'est-à-dire que j'essaie de surfer un petit peu sur les cycles, mais je vends ici par palier, j'achète ici, j'ai une stratégie finalement en fait assez simple. Donc je suis plus un investisseur actif. Forcément en plus j'ai ma chaîne, donc je suis plus au courant de l'actualité et j'ai plus de temps pour m'intéresser un petit peu au marché qu'un holder, un investisseur sur le long terme ici, comme c'est le cas. Bref, en ayant un petit peu ce profil de trader ici, c'est quand je veux dire trader, c'est-à-dire qu'une personne qui va essayer de surfer un petit peu sur les tendances, qui va essayer d'acheter au meilleur timing en se disant tiens, ça va monter de façon parabolique, la personne elle va faire all-in juste ici. Le problème, c'est qu'on n'est jamais à l'abri qu'on connaisse ensuite une correction ici ou une phase d'accumulation. Et en fait, toutes ces phases-là qui étaient moins chères, eh ben, ce trader qui a essayé de timer le marché, qui est franchement la plus mauvaise des stratégies, eh ben, va y perdre ici parce qu'il aura tout mis juste ici. C'est comme la personne qui voulait acheter ici aux 69 000 $. Ici, elle a dit, tiens, ça va faire all-in, on va monter à 100 000. Tu aurais dû être là ou sinon, tu es ici et tu investis tous les jours. Mettre all-in ici sur les 69 000 $, c'est la pire stratégie, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont fait piéger. Mais j'ai envie de dire, apprendre tes erreurs. Donc le problème ici des soi-disant traders, alors donc ils peuvent, admettons, se croire plus intelligents que les autres en disant tiens, j'ai fait des profits ici, mais je pense personnellement que c'est la pire stratégie. Et pourquoi? Tout simplement, c'est intéressant, on va voir ça tout de suite. Si par exemple, tu as connu cette période de bear market ici, et ensuite tu te dis tiens, le Bitcoin a touché les 15 000 $, donc là on était sur le point le plus bas ici des 15 000 $, et ensuite le Bitcoin a remonté. Ici on a eu la news des ETF, donc c'était en mai 2023 exactement. Donc là, on a eu un Bitcoin, je crois qu'il était à 26 000 $. Et la personne qui se sont dit, tiens, les ETF, c'est pas sûr qu'ils soient validés, même s'il y avait des grosses certitudes ici. Et le Bitcoin monte, je sais pas, à 30, 32 000 $ ici. Alors déjà, on a brisé cette fameuse résistance ici des 32 000 $ qui était hyper importante. Et il y a des personnes, une fois que c'était brisé, à 34 voire 35 000 $, ils se disent tiens, je vends tous mes bitcoins parce que peut y avoir une correction, on est passé de 15 à 35 et je vais vendre et je vais m'attendre à ce que le bitcoin tombe à 20 ou 15 000 $, admettons. Mais ça, je pense que c'est une grosse. Pourquoi? Parce que déjà, personne ne le sait. Et deux, on a cassé cette résistance, donc des 32 000 $ qui était une résistance qui était importante. Et une fois qu'on l'a brisée, et surtout de façon assez importante comme les 34 ou 35 000 $, il n'y a pas vraiment de raison de vendre et de toucher ensuite les 20 000 ou les 12 000 ici. Alors, il y a l'espérance, pourquoi pas, de racheter moins cher. Mais ici, en fait, on va revendre haut et finalement, on va racheter plus haut ici parce qu'on pensait qu'il allait avoir une correction ici qui ne s'est pas produite. Et finalement, on va céder au FOMO ici et avec les ETF, on est monté jusqu'à 49 000 $. Donc, tu vas racheter à ce moment-là. Donc, tu vas revendre bas et racheter plus haut ici. Donc, c'est la pire des stratégies. Et la solution, c'est tout simplement de faire du DCA, comme on en a parlé. Et ensuite, à la vente, pourquoi pas faire du DCA inversé ou par palier aussi ici. C'est-à-dire pas tout vendre ici, mais pourquoi pas vendre, ça peut être intelligent. Si tu as acheté aux 15 000 ici, ou si tu as acheté sur cette période-là, et que ça monte sur les 30 000, 32 000, pourquoi pas retirer, je ne sais pas, 50%. Parce que tu as fait 100% de bénéfices dans cette période-là, et là, ça peut être intelligent, pourquoi pas, de prendre 50%. Mais revends pas tout pour essayer de racheter plus bas. Ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est les deux types d'investisseurs. Les holders, traders, dis-moi dans quelle catégorie tu te trouves. Est-ce que tu es plus un holder? Est-ce que tu es plus un cycle trader comme moi, qui essaie de surfer sur les cycles et qui revend, mais vraiment à des périodes occasionnelles avec une stratégie qui est simple et que tu t'es définie. Justement, on va en parler, mais parlons un petit peu avant de comment se protéger du FOMO et se protéger du FUD. Ça, ce sont des maladies dans l'investissement et surtout dans la crypto, c'est le FOMO et le FUD. Juste pour rappel, très rapidement, le FOMO, pour ceux qui débutent dans la crypto-monnaie, le FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. C'est tout simplement la peur de rater le train et c'est souvent ce qui peut se passer sur cette période-là, c'est-à-dire qu'on a une montée parabolique ou une montée, on va dire, plutôt exponentielle comme ici, et on va se dire, tiens, on va avoir une correction juste là. En fait, le cours remonte ici et en fait, on va céder au FOMO ici, donc on va acheter au pire des moments au niveau du pic, alors que la stratégie DCA ici, tout simplement. Donc ça, c'est la peur de rater le train. Et le fait, c'est le fear, uncertainty et doubt. Donc fear pour peur, uncertainty pour l'incertitude et le doute pour le doubt ici. Comme je dis ici, le meilleur actif qu'on a,
c'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on a là-dedans. C'est le mindset, c'est la mentalité ici. Et comment protéger son mental? Personnellement, j'essaie de protéger mon mental par rapport à un qui se passe partout, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube. Dès le moment où je vois une image, dès que je vois qu'il y a un texte qui est négatif, dès le moment où je vois une fake news, dès le moment où je vois du FUD sur quelque chose qui n'est pas avéré, eh ben je skip, je mets sur le bouton off et je ne fais pas rentrer cette information dans ma tête et je protège mon mindset. Parce que sinon, en fait, j'accumulerai énormément de négatifs, j'accumulerai du FUD ici. Eh ben, la solution passe par différents points. Le premier, c'est d'éviter les créateurs de contenu qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire les créateurs de contenu qui peuvent être jeunes, qui n'ont pas connu les cycles, qui n'ont pas connu le bear market, qui n'ont pas connu le bull run. C'est la pire stratégie parce que souvent, en fait, ils vont céder la panique au moindre mouvement. Ils ne vont pas être éduqués sur les cycles, sur le principe, sur l'écosystème, sur la technologie, sur la blockchain, sur des projets même, et ils sont complètement inexpérimentés ici. Donc personnellement, des créateurs de contenu qui sont jeunes et qui n'y connaissent rien, il y en a beaucoup. Perso, ça fait 6 ans que je suis dans la crypto et j'ai 40 ans aujourd'hui. Je peux dire que j'en ai vécu des choses et je sais maintenant faire la part des choses et savoir comment investir de façon intelligente. Donc ici, quand je te parle créateur de contenu, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur YouTube. Et personnellement, ma sélection, elle est déjà faite et j'essaie de prendre la crème de la crème des personnes qui sont là depuis longtemps et qui ne vont pas FOMO sur une crypto complètement folle. L'autre solution pour ne pas céder au FOMO ou au FUD, ce que je recommande déjà, c'est de ne pas mettre ses fonds sur un échangeur crypto parce qu'ils ne sont pas protégés, tes fonds, quand ils sont sur une plateforme crypto. Et justement, le fait de sécuriser. Alors moi, personnellement, j'utilise 2 solutions. Il y a Ledger, les clés Ledger, je t'en parle depuis pas mal d'années, que j'utilise encore. Et personnellement, pour les débutants, moi, je recommande Tangem qui est hyper simple. Il te suffit d'une carte Tangem, comme ici, et d'un téléphone. Et tout simplement, tu peux sécuriser tes fonds. Et déjà, en fait, tu vas te dire, OK, déjà, 1, tu sécurises tes fonds. Et 2, en plus, s'il y a un mouvement de panique, tu ne vas pas céder toi-même à la panique, puisque en fait, ça sera compliqué de retirer tes fonds ou de les swapper, de les échanger, même si maintenant, via Ledger ou via Tangem, tu peux swapper ta crypto directement. Mais au moins, il y a cette étape supplémentaire, cette couche supplémentaire qui t'évite ici de céder au FOMO et au FUD à la moindre nouvelle ici et de vendre à perte alors que le cours va remonter, va rebondir directement après. Souvent, si tu investis sur du long terme ou sur des cycles, tu ne dois pas prendre de décisions basées des fois sur des fake news, soit sur un YouTuber, soit sur un tweetos qui va essayer de faire créer du FUD, que ce soit sur une plateforme, que ce soit sur un projet ou que ce soit même sur un produit. Non, il faut que tu aies un temps de décision qui soit assez long et le fait de protéger ici, de sécuriser ici, ça te met ce fameux tampon de sécurité, ce laps de temps qui te permet en fait de réfléchir un petit peu avant de prendre une décision. Ensuite, l'autre solution, c'est tout simplement ne pas regarder son portefeuille. Personnellement, je ne regarde pas mon portefeuille. Déjà, j'ai plusieurs applications, donc c'est difficile de faire un petit peu le compte. Je m'imagine si, par exemple, il y a une chute de 5%, 10%, j'imagine la perte par rapport à mon portefeuille. Je n'ai pas besoin de le voir, je n'ai pas besoin de me faire du mal. Et pareil, si, par exemple, tu vois le marché, il est dans le rouge, ferme ton application, ferme ton portefeuille. L'application ici, ça peut être CoinMarketCap. Ne regarde pas le cours de la crypto-monnaie parce que tu vas te faire du mal et tu vas prendre des décisions qui vont être hâtives, qui vont être inconsidérées et qui vont tout simplement annihiler toute ta stratégie que tu avais mis en place auparavant et sur les derniers mois. Donc, une décision prise en 1 heure peut complètement supprimer ta stratégie que tu as mis en place depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ça, c'est ma solution anti-FOMO et anti-FUD ici. Faire un choix ici, donc de mettre un filtre, sécurise ici pour te mettre ce type de tampon. Ici, protège ton mindset en regardant pas ton portefeuille et les différentes applications. Maintenant qu'on a dit ça, regardons un petit peu les différentes phases. Parce que au niveau de la prise de profit, ça dépend quel type de profil d'investisseur tu es. Holder, trader ou cycle trader. Et là, il y a différentes phases. Je vais passer en revue un petit peu ces différentes phases parce que tu te retrouveras sûrement dans ces 3 phases. Mais pour te résumer un petit peu, et on va passer sur les graphiques après, il y a tout simplement la personne qui achète au pic ici. Donc la personne qui achète à 69 000 $, qui se dit, tiens, je suis en perte. Si admettons, ça descend à 15 000, 30 000, 45 000, ils sont en perte de 50%, 70%.
ou haute. Et là, tu dis, mais c'est quoi ma stratégie? Je ne peux pas prendre des profits ou sinon je revends à perte. La deuxième phase, c'est la phase d'accumulation. C'est-à-dire les phases qu'on connaît après le bull run. On va le voir par la suite. Et ensuite, on a la phase sur la montée, c'est-à-dire la période après bear market. Mais bon, passons directement sur le graphique, ça sera beaucoup plus parlant. Donc si, admettons, tu es dans la situation où tu es rentré ici aux 69 000 $ ici. Tu t'es dit, ok, j'ai connu cette chute ici, donc je suis en perte. Après, ça dépend si, comme je te l'ai dit, eh ben, tu étais rentré ici graduellement en DCA, c'est-à-dire que tu achètes en DCA et tu achètes ici la chute, ou si tu es rentré one time ici, c'est-à-dire si tu as fait all-in juste ici. Et ici, forcément, tu es en perte et le temps que tu remontes en bénéfice, bah, il faut que tu attendes le prochain cycle. Si jamais on repasse la TH, mais personnellement, je pense qu'on va retoucher la TH au prochain cycle. Après, ça, c'est tout un débat. Donc déjà, si tu es parmi ces personnes qui ont fait all-in ici à 69 000 $, eh ben, tu apprends et tu sauras que le DCA, ici, c'est la meilleure stratégie. Tu notes pour le prochain cycle, tiens, quand on est en période de bear market, je mets en place mon DCA ici. Ça, j'ai envie de dire, c'est le pire des profils ici, c'est d'avoir fait all-in. Parce que, en fait, finalement, pour prendre tes profits, eh ben, ça sera très difficile. Tu pourras les prendre si, admettons, eh ben, le Bitcoin monte à 80 000 $ ici, tu pourras prendre 20% en profit. Mais ici, on a encore cette phase d'accumulation avant de connaître cette montée parabolique ici, qu'on attend tous. Mais il y a encore cette phase qui peut être intéressante, qui permet en gros de réduire ta moyenne d'entrée, ton prix d'entrée moyen ici, et encore te rattraper. Mais j'ai envie de dire que la meilleure phase, c'était quand même ici. Après, il y a le deuxième type d'investisseur, c'est-à-dire la personne qui a acheté en DCA, qui a même, admettons, racheté les montées comme ici, et qui a accumulé ici. Et bien, ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas de savoir quel est ton prix moyen d'achat ici. Et ensuite, à chaque fois que tu fais 1 x 2, si tu fais 1 x 2, donc ici, on a connu un Bitcoin à 15 000 $, pour rappel. Ici, on est aux alentours des 45 000 $, donc on a quand même fait 1 x 3 ici. Donc, ça veut dire que possiblement, tu peux prendre un profit ici quand tu fais, et si tu fais 1 x 2 ici. Donc, on va dire dans cette zone-là, des 30 000 $. Mais après, si tu es éduqué sur les cycles, tu dois te dire, je vais manquer la phase parabolique. Oui, c'est vrai. Et on peut connaître cette phase parabolique-là. Mais aussi, c'est intéressant de prendre des profits ici, de sécuriser au moins ton investissement de départ, c'est-à-dire si tu as acheté à 15 000 $, ce qui, je pense, est ultra rare. Mais si, par exemple, tu as un prix moyen aux 25 000 $, c'est de prendre, si tu es rentré à 25 000 $, c'est de prendre des profits, pourquoi pas à 30, pourquoi pas à 35, pourquoi pas à 40, pourquoi pas à 45, voire jusqu'à 50. On a vu d'ailleurs qu'il y avait des zones de résistance ici, des indicateurs qui permettaient, et on va le voir par la suite, de savoir quand prendre des profits. Mais ici, si tu es rentré sur une moyenne à 20K, tu ne vas pas attendre le x2 ici à 40. Tu peux très bien prendre un 10%, 20% de bénéfices, 30% de bénéfices. C'est ce qu'on appelle ici une sorte de DCA inversé, c'est-à-dire que tu ressors en période de montée. Et ensuite, on a le dernier type d'investisseur, et personnellement, c'est mon cas, c'est les personnes qui sont rentrées sur le cycle précédent. Donc moi, je suis rentré sur ce cycle-là, tout en haut ici. Je n'ai pas arrêté d'accumuler ici. Ensuite, il y a eu ce fameux rebond ici à 0,618. Et ensuite, on a eu cette période parabolique qu'on a connue ici en 2020. OK. Donc là, admettons, il se passe la même chose sur le prochain cycle. On connaît cette fameuse montée parabolique. Tout simplement, personnellement, ça c'est juste mon avis, je prends des profits déjà juste avant la TH ici. Parce qu'on ne sait jamais si on va retoucher une nouvelle fois la TH, même si je pense personnellement que oui, mais je préfère sécuriser, je préfère prendre des profits que de connaître une chute comme on a connue juste ici et de se faire surprendre. Parce que à chaque cycle, on se fait surprendre. Donc je préfère prendre des profits sur un x2, que ce soit un x3, plutôt que de me prendre un x2, mais par le bas, en perdant, 70, 80, 90% de ton portefeuille, comme la plupart des investisseurs. Donc ce que je fais, c'est que je prends des profits ici, juste avant la TH, j'accentue encore plus ma prise de profit. Donc déjà, le dernier ATH, c'était juste ici. C'est là où en fait, je prends encore plus de profit ici. Donc admettons, pour schématiser, ici, je retire, admettons, 10%, là ici, 20%, 30%, 40%, et ici, pourquoi pas 70%. Bien sûr, on ne sait pas où est le plafond, jusqu'où on va aller. Donc, plus ça monte, plus je retire. Bien sûr, là, c'est 10% de ce qui me reste d'ici, sachant que j'ai déjà retiré une partie ici et sachant que j'ai retiré déjà une partie avant de passer la TH parce qu'il y a toujours une grosse résistance ici. Une fois que c'est pété, on a plutôt l'assurance de connaître une continuité dans la montée ici, mais on ne sait pas où est le plafond de verre. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Ici, on s'est fait surprendre. Donc ici, on est passé des 64 000 ici aux 32 000.
Mais ici, c'est très important de prendre des profits au fur et à mesure de plus en plus importants. Parce que souvent, ici, c'est la gourmandise. On va essayer de viser un x10, on va essayer de viser un x20. On va dire, tiens, ça va monter à 100 000 $. Et en fait, on va se dire, tiens, je laisse. Parce que ce qui se passe, que si tu rentres à ce stade-là, parce que par exemple, et c'est ce qui se passe mentalement, et j'ai pas envie de te le reprocher parce que c'est vrai que mentalement c'est difficile, mais si par exemple tu étais rentré à la période Covid des 3 000 $, je pense qu'il y en a très peu qui ont acheté ici aux 3 000 $ en one time, ce qui aurait été plutôt judicieux ici pour le coup. Mais personnellement, moi je suis rentré en DCA un petit peu partout sur toutes ces phases-là. Donc j'ai racheté également la baisse à 3 000 $, mais en DCA, donc forcément moins important. Mais si tu es rentré à 3 000 $ ici, et admettons, tu connais un Bitcoin qui monte à 20 000 $, qui bat la TH. Donc ici, il fait tout simplement un x6 ici. Eh bien, ça peut être tentant de garder ton capital ici, parce que tout ce que tu auras accumulé et tout le capital que tu as fait, eh ben, ça va être exponentiel. Ça va s'ajouter sur tout ton investissement ici. Donc c'est tentant en fait de garder, parce qu'en fait, on est rentré à 3, c'est monté à 20, et les 20 ici, eh ben c'est d'autant plus multiplié parce que tu es rentré au tout début ici. Et c'est ici le danger. C'est là le danger de ne pas prendre ses profits parce qu'on va se dire, tiens, j'ai fait un x6, allez, je vise le x20, allez, je vise le x50. Et finalement, on va se faire surprendre ici, comme on s'est fait surprendre ici, aux 69 000 $. On ne monte pas à 100 000 $ et on se fait surprendre sur toutes ces phases-là. Et finalement, eh ben, on est en perte. Mais ici, une fois qu'on a dit ça, un petit peu sur la stratégie globale, eh ben, regardons un petit peu quand vendre. Et il y a 3 secteurs qui sont hyper importants. Il y a tout simplement les indicateurs. Les indicateurs, ici, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les classiques, donc il y a le RSI, donc c'est le Relative Strength Index. Et pour le trouver, tu vas tout simplement sur TradingView, admettons, tu tapes Relative Strength Index. Ici, le plus judicieux, ça serait de regarder en weekly. Et je pense que c'est plus judicieux. Et le RSI, c'est très simple. À partir du moment où tu tapes les 70 de RSI, c'est une période de surachat. Donc, ça peut être une zone où tu peux revendre éventuellement. Donc, tu vois, par exemple, sur cette zone-là, on était dans le rouge. On était dans le rouge juste ici. Et donc, c'était un indicateur comme quoi, en fait, on était en surachat, on était en surchauffe ici au niveau du Bitcoin. Et quand le RSI est à 30 ou en dessous de 30, eh ben, c'est une période qui peut être intéressante pour racheter. Donc, tu vois, s'il y a eu toute cette période ici pour savoir quand racheter. Donc, le RSI, c'est un indicateur basique, simple, mais hyper efficace. Bien sûr, il faut cumuler ça avec d'autres indicateurs. Et je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que sinon la vidéo a duré 3 heures. Mais pourquoi pas parler des indicateurs dans une autre vidéo, tu me le diras en commentaire. Mais on a le MACD ici, on a également les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles 50, 100, 200. Donc c'est une moyenne au niveau du prix sur les 50, 100 ou 200 derniers jours. Et selon ces courbes se croisent, ces moyennes mobiles se croisent, ça peut montrer une tendance baissière ou une tendance haussière. Ça peut montrer également une inversion de tendance, etc. Donc ça, c'est les moyennes mobiles. Je t'en ai déjà parlé sur les précédentes vidéos. Je t'invite à aller les voir. Et donc là, on a parlé du RSI également. On peut parler également des bandes de Bollinger, qui est un indicateur important. On a également le Fibonacci, le fameux retracement de Fibonacci ici. Ça, c'est des indicateurs plutôt basiques. Le RSI, c'est plutôt basique. Et ensuite, on a d'autres types d'indicateurs. Moi, j'aime bien cumuler tous ces indicateurs basiques ici, mais également sur des indicateurs un petit peu plus subtils, comme le sentiment du marché. Et ça, on peut regarder sur le Fear and Greed Index, par exemple, mais je peux le voir également sur ma chaîne en termes de vues, en termes d'abonnés. Ça peut être un indicateur important. Il y a également le volume. Si, par exemple, il y a une montée en termes de volume, et on peut le voir juste ici, tu vois, il y a une période où on a eu du volume ici, on était en plein boule, et ensuite, le volume, en fait, a baissé juste ici. Et c'est un indicateur, pourquoi pas, d'une inversion de tendance, et comme quoi il y a un désintérêt, et il y a de moins en moins de personnes sur le marché. Et c'est ce qui se passe en général dessus. Bien sûr, là, je te montre très succinctement comment ça fonctionne pour te montrer un petit peu tout cela. Et il y a également les indicateurs sociaux. Les indicateurs sociaux, ça peut être, comme je te l'ai dit, en termes d'abonnés, en termes de vues. Ça peut être également sur les médias. Est-ce que les médias mainstream reparlent du Bitcoin en bien ou en mal? Est-ce qu'au niveau des news, on en parle de plus en plus? Ça peut être un indicateur et à chaque cycle, on en parle plus ou moins bien. Donc là, on a vu savoir quand vendre selon les indicateurs. Ensuite, on a les seuils de profit. On en a parlé très brièvement au tout début de la vidéo. Mais ici, comme je te dis, il y a des règles conservatrices, agressives ici. Mais une règle assez simple, c'est tout simplement, dès qu'on fait un x2, si jamais tu as la chance de faire un x2, déjà, tape-toi sur l'épaule en disant « j'ai fait un x2, c'est une bonne chose parce que beaucoup d'investisseurs sont perdants ». Eh bien, si par exemple, je mets 1 000 $ et ça monte à 2 000 $, donc je fais un x2, eh ben, je récupère ma mise de départ ici. Au moins, tu peux te dire, je ne suis pas perdant et en gros, tu mises sur tes bénéfices, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ensuite, si ces 1 000 $ se retransforment encore en 2 000 $,
eh ben, tu prends encore la moitié, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand vendre également, personnellement, je vends en période de rééquilibrage. Je t'en ai parlé sur mes précédentes vidéos. Et Solana, je l'ai acheté vers les 30, 40, 50 dollars. Je n'ai pas arrêté de l'acheter en DCA. Je l'ai acheté également à 20 dollars. Je l'ai acheté pendant tout le bear market. Et les Solana, eh ben, étaient passées première en termes de crypto sur mon portefeuille et avait pris une part trop importante de mon portefeuille, de la part de mon portefeuille. Donc, j'ai décidé de ce qu'on appelle un rééquilibrage, de revendre une partie pour rééquilibrer mon portefeuille. Donc, soit pour réinvestir dans un autre projet, également donc pour équilibrer, ou tout simplement garder des liquidités pour le prochain bull et avoir des fonds si jamais, tiens, il y a un projet qui est intéressant. Et ça, je l'ai fait également sur Tao. Tao, je l'ai acheté à 30, 40, 50 dollars. Aujourd'hui, il tape à peu près les 450 dollars. Donc, il a fait pratiquement un x10. Et là, l'erreur, c'est de le garder en se disant, tiens, Tao, il va monter à 1000 dollars. L'objectif, c'est 1000 dollars et pas avant. Et là, on ne va pas prendre de profit. Il peut se faire retracer, il peut se faire dépasser en termes de technologie, ou il peut juste être victime d'une baisse de la hype, donc un désintérêt, soit remplacé par un autre projet, soit juste un désintérêt, ou soit, par exemple, pour une grosse prise de profit de la part des autres investisseurs. Et là, tu es piégé. Donc, c'est important, quand tu fais ici un x10, d'avoir pris des profits au fur et à mesure. Donc, ici, on a parlé du rééquilibrage, très important. Donc après, comment prendre des profits? Deux techniques assez chiantes. La première, c'est de tout simplement le faire de façon manuelle. Donc, c'est-à-dire que tu vas sur ta plateforme et tu revends. La deuxième, un petit peu plus intelligente, un petit peu plus sophistiquée, c'est de placer des stop-loss. Je te mettrai en description, si tu veux, la technique pour placer des stop-loss. C'est-à-dire que si, par exemple, tu te dis, tiens, j'ai acheté du Bitcoin à 15 000 dollars et il monte à 30 000 dollars, tu peux dire ici, j'ai fait un x2, tu places un stop-loss, donc c'est-à-dire un ordre de vente. Une fois qu'il a fait ce x2 ici, je retire X% de mon portefeuille. Donc ça peut être 50%, ça peut être 30%, 20%, peu importe. Et donc là, c'est un ordre qui va passer de façon automatique. Tu peux également mettre un ordre de vente sur les Fibonacci. Le 0.618, on a tapé les 50 000 dollars. C'était une résistance qui, historiquement, était difficile à briser et on ne la brisait jamais au premier coup. Et tu peux dire, tiens, la résistance des 618 des Fibonacci, c'était à 50 000 dollars. Je vais mettre un ordre à 48 000, 49 000. Parce que souvent, ça a du mal à vraiment toucher cette résistance. Et c'est intéressant de prendre un petit peu en dessous. Donc, de sécuriser cette prise de profit parce que derrière, on peut se faire retracer assez violemment. Donc, deux techniques, manuelles, automatique. Mais ici, il n'y a pas de miracle au niveau de la prise de vente. Et tu peux te demander pourquoi vendre? Quel est l'intérêt de vendre? Tout simplement, pour se faire plaisir, pour prendre du profit. Et comment vendre? Tout simplement. Souvent, il y a la case stablecoin ici. Je te rappelle qu'un stablecoin, c'est une crypto qui est adossée à des monnaies gouvernementales et on va dire principalement du dollar ici. Et les deux plus grosses cryptos en termes de stablecoin sont l'USDT et l'USDC. Ici, donc, tu as l'entreprise Tether qui génère des milliards, je crois 4 milliards par an. Et l'USDC, derrière, tu as Coinbase et tu as l'entreprise également Circle. Donc, on va dire que c'est des stablecoins plutôt solides. Quels sont les avantages de passer en stablecoin? Donc déjà, il y a la possibilité de réinvestir, comme je te l'ai dit. Le fait de prendre des profits, soit tu sécurises une partie de ton portefeuille, tu te fais de l'épargne, ou soit tu le réinvestis directement dans une autre crypto-monnaie. Donc tu peux te dire, tiens, Bitcoin s'est fait retracer au 0.618 à 50 000 dollars. Je vais attendre un petit peu, je vais réinvestir sur une autre crypto ou sur un autre projet. Donc ça, c'est la première possibilité. Donc ensuite, à la réserve, donc tout ce qui est un petit peu épargne. Pendant que c'est en stablecoin ici, donc quand c'est la phase d'avant réinvestissement ou dans la phase de réserve ici, ça fait beaucoup de flèches tout ça. J'espère que tu t'y retrouves. Tu peux passer par la case staking. Staking, c'est quoi? C'est tout simplement de faire confiance à une plateforme centralisée. Donc tu peux faire du staking sur des plateformes centralisées. Donc tu as BitGet et d'autres types de plateformes. Mais personnellement, moi j'utilise BitGet si jamais je fais du staking. Si tu laisses tes fonds sur une plateforme, au moins que ça fasse des intérêts parce que sinon tu prends des risques pour rien. Et centralisé, c'est une société qui a derrière, qui gère tes fonds à ta place. Donc tu ne les possèdes pas réellement, à moins que tu les sécurises et tu les mettes sur un portefeuille physique. En mettant sur des plateformes centralisées, tu as également de la DeFi. Sur de la DeFi, tu peux faire du yield, tu peux faire du farming, du staking, liquidity staking. Bref, le staking, c'est assez simple. Tu as des taux sur du stablecoin. En période de bear market, on est à peu près à 5%. Des fois, c'est 3% selon la tendance du marché. Et en bull run, on peut tomber à 12%. Attention à ne pas tomber sur des intérêts de 20, 30, 25% où il y a beaucoup de risques. On va dire que sur le yield, ici, j'ai mal écrit, il y a un peu plus de risques. Le farming a un peu plus de risques que le staking. C'est staking un petit peu plus sûr ici. Et tu as des taux de 5%. Donc si admettons, tu as retiré 1000 dollars en USDT,
eh ben, tu peux gagner 5% par an. Donc gagner 5 $ à la fin de l'année. Au moins, ça laisse tourner un petit peu ton argent avant qu'il soit réinvesti ou s'il est en période un petit peu d'épargne ici. Et aussi, très important, pourquoi passer par la case stablecoin et pas par la case euro directement? Parce que tu n'as pas d'impôt. En tout cas, en France, tu as une imposition de 30% qui s'appelle la flat tax à partir du moment où tu fais de la plus-value. Donc si par exemple, tu prends 100 $ de crypto et tu as fait un 200 $, tu prends ces 100 $ là, tu les mets en euros, tu les mets sur ton compte en banque, et ben sur ces 100 € là, et ben tu es censé 30% dessus, donc avoir 170 $ de bénéfice et 30% qui doit être déclaré, qui doit être payé en termes d'impôt ici. Donc ça, c'est l'impôt sur la plus-value à partir de 305 €, etc. Bref, j'ai une vidéo, je te mettrai en description également, qui t'en parlera directement. Tu as également la possibilité de vendre en utilisant une carte crypto. Donc, il y a différents types de cartes crypto, tu as les cartes crypto.com, mais en utilisant une carte, tu es censé déclarer tes impôts sur la plus-value ici. Après, tout ce qui est carte crypto, ça peut être compliqué, ça peut être complexe. Personnellement, je peux te recommander une société française qui s'appelle Waltio, qui permet en gros de te prendre toutes tes informations sur toutes les plateformes, sur tes cartes crypto, etc., de tout condenser et de te faire une déclaration annuelle qui est propre si jamais tu utilises des cartes crypto, parce que ça peut être hyper contraignant si tu dépenses 1 € par jour ou 30 € si tu fais des micro-achats ou des micro-transactions. Et donc, comme je te disais, si tu vends, alors déjà, il n'y a pas toutes les plateformes qui permettent d'échanger, admettons, ton stablecoin ou ta crypto directement en euros. Encore une fois, BitGet le propose ici. Tu as un lien en description si jamais tu veux te créer un compte sur BitGet qui propose plein de choses qu'on a vu ici, staking, retirer tes sous. Je crois qu'il y a la carte BitGet également qui est dispo. Mais ici, en retirant en euros, tu passes par la case impôt ici. Et ça te permet éventuellement de te faire plaisir. Tiens, je vais m'acheter une voiture, je vais m'acheter une maison, je vais faire plaisir à mes enfants ou partir en voyage. En passant par la case euro, donc en vendant, en passant par la case euro, on peut se faire plaisir parce que, comme on l'a vu, le but premier, au tout début de la vidéo, c'est tout simplement de faire du profit ici. Hyper important. Alors, soit tu réinvestis, soit tu te fais plaisir. Chacun voit ses objectifs ici et ses envies. Et ici, pour retirer, quelquefois, ça peut être intéressant de passer par un intermédiaire et pas passer directement par la case banque. Parce que sinon, ça peut faire une sorte de red flag ici. Donc, tu peux utiliser des néobanques comme Revolut ou encore N26 ici. Bref, là, je t'ai fait un résumé de comment prendre des profits, dans quelle situation, quelle est ma stratégie. Dis-moi ce que tu en penses. Je te renvoie vers cette vidéo qui te parle justement de l'imposition sur la crypto-monnaie. N'hésite pas à lâcher un like et de mettre le mot profit en commentaire si tu as été là jusqu'à la fin de la vidéo. Je te dis à bientôt. C'était Julien, c'était un plaisir. Bye.